C'est le 20h du dimanche, Journal Magazine. Bonsoir. Dans les titres, le président de la RDC en séjour dans le Haut-Katanga depuis samedi à Lubumbashi. Félix Tshisekedi s'est adressé à une foule compacte. Il parle politique, il évoque les efforts déployés dans le domaine social. Cela avant son départ pour Kipushi. Il y a relancé les activités de production de l'usine de Zing. Et puis ce 17 novembre, le monde entier commémore toutes les victimes des accidents routiers, une façon de sensibiliser les usagers sur le respect du code de la route. La journée a été célébrée pour la première fois en RDC à travers une matinée de sensibilisation et une marche dite de socialisation des usagers routiers. Et pour terminer, les outils de transport d'énergie électrique de la SNEL menacés soit par des inciviques, soit par des têtes d'érosion, le pylône 22 au quartier Ngafani, commune de Mongafula, risque de tomber. Les ingénieurs sont déjà à pied d'œuvre pour éviter le pire. Voilà pour l'essentiel. Et nous démarrons bien entendu avec l'actualité. Et depuis le Haut-Katanga, Kipushi, le chef de l'État congolais, a présidé la cérémonie de relance des activités de l'entreprise Kikoes, spécialisée dans la production de zinc. Félix Tshisekedi estime que cette relance va faire revivre Kipushi en générant des emplois pour les jeunes grâce à la production minière de zinc très sollicitée dans les industries actuelles. Kikoes, créée depuis 1924, est une joint venture entre la GK Mine et Ivano Mine. Kipushi, il faut le préciser, est situé à 30 km au sud-ouest de Lubumbashi, à la frontière avec la Zambie. Et depuis Kipushi, dans le Haut-Katanga, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, parle de retombées positives de la relance de la production des zinc. Après plus de 30 ans d'abandon, la société minière de Kipushi Corporation répond désormais avec des activités économiques de grande importance. L'usine de Kiko va contribuer à créer des emplois au bénéfice des Congolais. La région du Grand Katanga est généralement réputée pour son cuivre et son cobalt. Après le germanium que nous avons déjà lancé, voici une nouvelle opportunité où on peut justement avoir une nouvelle commodité qui est le zinc et qui est un minerai très prisé aussi au niveau stratégique. Un projet comme celui-ci est un projet qui implique les communautés locales. Ici, on donnera à peu près 1000 nouveaux emplois et sur ces 1000 emplois, 90% viendra des communautés avoisinantes. Dans ce niveau d'emploi, nous avons aussi à peu près une quinzaine de pourcents, ce sont des femmes. Donc c'est important de rappeler ça lorsque l'on sait que le chef de l'État est le champion de la masculinité positive. Et donc aujourd'hui, cela va faire que cette mine revit. Ça mettra de l'activité économique tout autour de la ville de Kipushi, mais également des programmes communautaires sont mis en place. Ces programmes sont de la pisciculture, de l'agriculture. L'usine de Kiko améliore aujourd'hui et alimente l'ensemble de la ville de Kipushi en eau. La production du zinc par l'entreprise minière Kiko entend s'inscrire dans le respect des normes environnementales. C'est un point d'honneur pour lequel le gouvernement n'entend pas négocier. Et il a eu droit à un accueil digne d'un chef d'État. Félix Tshisekedi s'est adressé samedi à Lubumbashi à une foule immense. La mobilisation a été totale. Regardez. Un week-end pas comme les autres à Lubumbashi. La ville était ce samedi dans un état de vive effervescence. Sur les grandes artères, c'était la ruée vers l'aéroport international de Loano. L'événement, c'est l'arrivée dans les minutes qui suivent du président de la République. Des membres du gouvernement, ceux du cabinet du chef de l'État et toute la notabilité locale, conduite par le gouverneur de province ainsi que les forces vives, amassées au tarmac, ont salué le chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame, à leur descente d'avion. Comme il fallait s'y attendre, un bain de foule a été offert au couple présidentiel au sortir des installations aéroportuaires. Cette procession se poursuivit jusqu'à la place de la Poste, noire de monde. C'est ici que le premier citoyen du pays s'est adressé aux Louchoises et Louchois.
Introduit par le gouverneur de province Jacques Kiaboula, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a avant tout remercié la population pour l'accueil chaleureux. Il a ensuite rappelé et déroulé ces 6 engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais. Au milieu de son meeting, il est interrompu par la population favorable à une révision ou un changement de la Constitution, lui demandant par ailleurs d'aborder cette question. Sans mettre des gants et sur un ton ferme, le garant de la nation a fait savoir que personne n'échangera son avis sur cette question. Il a par ailleurs mis en garde tous ceux qui voudraient manipuler la population. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Pour conclure, le président de la République a circonscrit l'objet de sa visite d'inspection dans le Haut-Katanga. Il devra lancer ce dimanche 17 novembre à Kipushi la production des zinc à la mine de Kiko, Kipushi Corporation, et l'inauguration lundi à Lubumbashi du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et vous l'avez constaté à travers ces images face à la population à Lubumbashi, le premier citoyen congolais a évoqué les actions menées pour améliorer le quotidien de ses concitoyens. Il a aussi parlé de la nécessité de réviser la constitution de la RDC. Extrait de son adresse. Permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Et la RDC met à profit son énorme potentiel dans le secteur du tourisme à travers la participation du pays à la 122e session du Conseil exécutif de l'ONU Tourisme. Le ministre congolais en charge du tourisme, bien entendu, a pris part à la rencontre tenue en Colombie. Cédric Kenina, Nathalie Bouledi. L'avenir du tourisme mondial s'est joué en partie à Carthagène, en Colombie. La 122e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, une réunion statutaire à laquelle a pris part les ministres du tourisme Didier Pombia Moussanga. Et ces assises ont permis de cerner la nécessité de promouvoir davantage l'innovation et l'éducation dans ces secteurs. Nous avons profité pour porter la voix de la RDC à accueillir des événements d'envergure qui permettent de générer des revenus, mais aussi de mieux faire connaître la destination RDC et également donc de voir tout ce qu'il y a comme programme
qui peuvent profiter à notre secteur touristique, notamment en termes de formation, en termes de développement des compétences. Et nous pouvons dire que dès cette première journée déjà, nous avons eu des bons contacts et des échanges qui nous permettent d'être optimistes. Moment choisi également pour le patron du tourisme de la RDC d'inviter les pays latino-américains à participer à la grande fête de la rumba prévue en 2025 en RDC. Conformément au statut de l'OMT, le bureau du conseil exécutif a été renouvelé. Le Brésil assumera désormais la présidence du conseil accompagné de la République sud-africaine et de la Grèce en tant que vice-président. Le conseil a salué également le travail accompli par les bureaux sortants. Et par ailleurs, la RDC reste membre du conseil exécutif de l'OMT jusqu'en 2027, renforçant ainsi son engagement dans la gouvernance mondiale du tourisme. Et vous savez que la RDC fait partie des États membres du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine depuis avril 2024, élu pour un mandat de 2 ans. C'est dans ce cadre que se tiendra demain lundi 18 novembre à Kinshasa la 1245e réunion de ce Conseil sur le thème mise en œuvre des programmes de désarmement, démobilisation, réinsertion, développement et reconstruction post-conflit, défis et perspectives. Edith Chala couvrira l'événement demain. Et pour la première fois en RDC, on commémore les victimes des accidents routiers à travers une matinée de sensibilisation. Cette journée mondiale est une occasion de sensibiliser donc les usagers de la route sur le respect du code routier. Pierre Mbou Saïdi. À l'instar d'autres nations de la planète, la République démocratique du Congo, par le biais du ministère provincial, en charge des transports et mobilité urbaine de Kinshasa, a elle aussi célébré dans une originalité à la congolaise la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière, dont 356 cas d'accidents ont été enregistrés durant le premier semestre dans la capitale congolaise. Placée sous le thème « Parler des addictions au volant » à l'occasion de la semaine de sécurité routière, cette journée commémorée lors d'une symbolique matinée de sensibilisation axée sur le slogan « Choisis la vie ou la mort » a vu le ministre provincial Bob Amisoyo Kalumbila dévoiler d'abord une grande affiche au croisement des avenues Victoire et Sayo Kantasseux, ensuite socialiser les usagers routiers lors d'une marche de conscientisation dans certains endroits de la capitale et enfin animer un meeting au terrain à Sosa, aussi bien en mémoire des victimes qu'à l'intention des usagers routiers de Kinshasa autour du respect du code de la route. Il était très important pour nous de sensibiliser les personnes pour dire qu'on ne peut pas boire au volant, on ne peut pas parler au téléphone au volant. Donc le respect du code de la route était important pour nous de sensibiliser en ce moment. Il convient de noter que c'est pour la première fois qu'est célébrée à Kinshasa cette journée, et ce, 3 années après l'adoption de la dite journée par les Nations Unies. La population quinoise sensibilisée sur le diabète, une maladie chronique, également une des principales causes de mortalité en RDC. La journée porte la marque de Lions Club District 409 Zone Kin en collaboration avec le programme national de lutte contre le diabète. Reportage. 7% de la population de la RDC souffre du diabète selon les statistiques des différentes études prises en compte au programme national de lutte contre le diabète. Cette maladie chronique qui frappe de plein fouet le monde est en RDC un réel problème de santé publique vu le taux élevé du diabétique de type 1 et 2. Dans différents hôpitaux et centres de santé, on dénombre de nombreux cas, parmi lesquels les enfants et les femmes. Le diabète est aussi l'une des causes de la mortalité et de la morbidité de la population. La sensibilisation de la population demeure l'arme efficace. En marge de la Journée mondiale du diabète, le Lions Club International District 409, zone Kinshasa, présidé par Richard Achinda, a organisé une journée de sensibilisation de la population sur le diabète et le dépistage des volontaires. Cette journée était un réel cadre d'échange d'expériences des médecins pour parler des causes du diabète de type 1 et 2, la prise en charge des malades et des bonnes pratiques pour la prévention.
Pour le président des Lions Club Zone Kinshasa, Richard Achinda, cette journée était organisée en partenariat avec le Centre éducatif Diabète Santé et le Programme national de lutte contre le diabète. En général, le diabète de type 2, très souvent, il passe inaperçu. La meilleure façon, c'est de se faire dépister pour le savoir. Le type 1, celui qui se vient chez des jeunes, on peut avoir des signes, on urine beaucoup, on a soif et on perd beaucoup de poids. Le diabète tend à prendre de l'ampleur à cause des mauvaises habitudes alimentaires, à cause de la sédentarité. Et un dernier élément de ce volet santé, mettre un terme aux maladies telles le sida, la tuberculose, le paludisme et autres, c'est le but des d'échange des membres de la coalition interentreprises et organisations professionnelles de lutte contre ces fléaux. Reportage Serge Merlamata. Au cours de la réunion, il était question d'échanger sur les ripostes et les efforts entrepris par la régie des USA dans la lutte contre les VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et autres maladies liées au monde du travail. Le secrétaire général de la coalition interentreprises s'est dit satisfait de l'engagement pris par les autorités de la régie des USA dans la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose et autres maladies. Au nom du directeur général de la régie des USA empêché, le secrétaire général de cette entreprise du portefeuille de l'État a souligné la ferme volonté de la haute direction générale de la régie des eaux à combattre toutes ces pandémies. Jean-Pierre Ochumbi a ensuite présenté et dévoilé les axes prioritaires de l'actuel comité de gestion de la régie des USA, axé sur l'amélioration de la desserte en eau potable en RDC. Nous avons de porter une autre commission de la régie des eaux. Nous assurons que son engagement vis-à-vis de la sienne et s'assurera de la mise en œuvre effective de toutes les activités qui seront référées dans le plan d'action de son comité local et fera de tout son mieux pour maintenir en bonne santé l'ensemble et son personnel à Kinshasa en province. Les participants à cette deuxième réunion organisée par la régie des USA ont par ailleurs pu découvrir et visiter le complexe industriel de traitement d'eau potable de Binzo Zone. Les activités phares du chef de l'État, c'est dans cette section semaine du président. Je précise que Félix Tshisekedi a clôturé sa semaine en prenant part à la clôture des États généraux de la justice avant de s'envoler pour le Haut-Katanga. La République démocratique du Congo a été représentée au Forum parlementaire mondial contre le fascisme et le néofascisme qui s'est tenu du 4 au 5 novembre 2024 à Caracas au Venezuela. De retour au pays, le premier vice-président du Sénat, José Kalala, qui a participé à ces assises, est venu remettre au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un message de son homologue du Venezuela, Nicolas Maduro. Ce message s'inscrit dans le cadre de l'entretien et la redynamisation de relations bilatérales entre la RDC et le Venezuela, selon le souhait de Caracas. Le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement a par ailleurs indiqué que la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC a été aussi évoquée au cours du Forum mondial de Caracas. Le gouvernement et l'opposition de la République du Tchad ont signé au cours de la semaine à Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine, un accord politique sous le bon auspice du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans la crise tchadienne, le chef de l'État a présidé pour la troisième fois une cérémonie de signature d'un compromis politique entre les deux parties, en réunissant autour d'une table le gouvernement tchadien représenté par le ministre des Infrastructures Aziz Mamad Saleh et l'opposition tchadienne pour se convenir, notamment sur le retour au Tchad du docteur Hassan Barkaï, président de l'Union des forces démocratiques du Tchad, UFDT. Par ailleurs, toujours à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec le chef de mission du Fonds monétaire international, Calixte Aopossi. Il était venu
annoncé au président de la République la conclusion d'un accord au niveau des services concernant la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité. 1,77 milliard de dollars américains, c'est l'accord préliminaire au niveau des services sur un nouveau programme économique et financier triennal, accord conclu entre la mission du FMI et les autorités de la RDC. L'accord concerne aussi un nouveau programme triennal axé sur la lutte contre le changement climatique pour un montant de plus d'1 milliard de dollars américains. Le vendredi, la délégation du bureau du Sénat conduite par le président de cette chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Il a été question d'une prise de contact à la suite de l'installation du bureau définitif du Sénat et de remercier le président de la République pour son implication dans le bon fonctionnement des institutions du pays. En particulier, le Sénat a indiqué Jean-Michel Sama Lukonde. Il a aussi réitéré l'engagement et l'accompagnement du bureau du Sénat dans la réalisation de la vision du chef de l'État. Parmi les sujets à retenir de l'actualité hebdomadaire, on rappelle cette décision du gouvernement de chambres froides non conformes à la réglementation ont été scellées. Résumé en 5 minutes avec Mami Kadima. Plusieurs quartiers de la capitale Kinshasa étaient sous les eaux cette semaine. Des pluies à répétition ont inondé des parcelles et causé des dégâts matériels importants. Des collecteurs des eaux ont cédé, les têtes d'érosion gagnent du terrain au désarroi des habitants. À Masikita, dans la commune d'Ngalema, par exemple, plusieurs familles sont à la Belle Étoile. Situation similaire à Lalou, à Binzadelvo et au quartier Joli Park. Du haut de la tribune de la COP29 tenue à Bakou, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a appelé la communauté internationale à une action collective face à l'urgence climatique. Devant les chefs d'État et plusieurs dignitaires mondiaux, la chef du gouvernement congolais a plaidé pour un effort commun afin de freiner les effets néfastes du changement climatique. Des chambres froides ont été scellées cette semaine. Décision du Premier ministre au ministre de l'économie. Cette décision fait suite au non-respect de la réglementation en matière de la structure des prix. Certains grossistes se sont carrément transformés en détaillants, ce qui viole la loi en la matière. Et dans le domaine sanitaire, toutes les pharmacies qui ne sont pas tenues par des pharmaciens devaient être fermées. Une délégation de l'association des propriétaires des pharmacies du Congo est allée rencontrer cette semaine le président de l'Assemblée nationale pour solliciter son implication sur le retrait de cette décision afin de permettre à l'autorité provinciale de mettre en place un cadre de concertation entre les structures étatiques et les structures privées du secteur pharmaceutique. Pendant ces temps, la République, à travers le ministre de la Défense, a rendu hommage aux anciens combattants de la force publique de la RDC qui avaient participé à la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918 à travers le monde. Les soldats congolais ayant pris part à cette guerre aux côtés de la Belgique ont fait preuve de la combativité et discipline. L'actualité, c'est aussi la participation du ministre de la Communication et Médias à l'atelier qui a réuni les acteurs essentiels dans les domaines de la sécurité et la modernisation des contenus en ligne. Nouveaux défis en matière de sécurité en ligne et de protection des données et de lutte contre les contenus inappropriés. En justice, c'est donc une victoire pour la RDC. Les collectifs des avocats en compagnie du vice-ministre de la Justice ont présenté les moyens convaincants pour stopper l'aventure d'un procès à caractère économique initié par le Rwanda contre la RDC et le GFREM à travers une société rwandaise Atlas qui réclame des dommages et intérêts. Au chapitre de l'éducation, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, à la recherche d'un climat apaisé dans son secteur, a réuni autour d'une table les bancs gouvernementales et les bancs syndicales pour discuter sur l'amélioration des conditions sociales des professeurs des universités. Terminons cette page rétrospective avec cette note triste. On ne verra plus cette figure de l'ancien footballeur de Léopard Paul Kalambai.
Nous prenons à présent la suite de l'actualité. Direction le Nord Kivu, on parle de la réinsertion des ex-combattants dans la société. Le gouvernement a disponibilisé les fonds nécessaires. Nous sommes dans la ville de Butembo, en province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Voici Kavira Kinene, une jeune à risque, bénéficiaire du projet Mudawa Amani. Avec les fonds qu'elle a reçus du projet, elle paye régulièrement les frais scolaires de ses enfants. Elle a un poulailler à la maison et exerce des activités dans ses parkings de Beni Butembo Goma. Avec un capital de $200 américains par jour, Kavira gagne en moyenne 20 000 francs congolais, soit $7. Si là des clients, j'ai gagné par jour 20 000 francs. Avant, j'avais un capital de $50. Mais aujourd'hui, j'ai un capital de $200. J'ai remercié beaucoup le PDDCS. Ce projet m'a beaucoup aidé avec toute ma famille. Dans le quartier Kananès, commune Moussoussa, Kassereka Héritier, ancien combattant, a installé sa boutique ici. Avec sa femme, il vend plusieurs articles. Héritier affirme que sa vie a complètement changé positivement depuis qu'il a croisé les chemins du PDDRCS. Consciente de la contribution de ses projets dans la promotion de la paix et le développement dans la ville de Butembo, un territoire de Lubero, la société civile remercie le PDDRCS et ses partenaires. Je pense que ce projet a aidé car ces jeunes-là vont travailler pour eux-mêmes, ils vont trouver leurs propres moyens, ils vont trouver de quoi satisfaire leurs besoins. Je pense que ces jeunes-là ne peuvent plus entrer dans les antivaleurs. Clovis Mouniré, coordonnateur provincial du PDDRCS au Nord Kivu, a effectué un déplacement de Goma Butembo pour venir s'imprégner de l'impact de ces projets et aussi restituer à la communauté ses résultats. Il a à cette occasion annoncé le lancement dans les prochains jours du projet Mudawa Amanide et a appelé la communauté à s'en approprier. Le projet Mudawa Amani, un appui au PDDRCS, est financé par l'Organisation des Nations Unies, le Fonds de cohérence pour la stabilisation de l'Est de la RDC, en collaboration avec l'Organisation internationale pour l'immigration OIM et exécuté par Hex Eper. Les travaux ont été réalisés en ville de Butembo, à Lubero Centre et à Kitsumbiro du août au 30 septembre 2024. Et puis cet atelier de formation des magistrats civils et militaires sur l'éthique, la déontologie professionnelle, procédures disciplinaires et lutte contre les violences sexuelles, l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature, ces assises se sont clôturées hier. Reportage. 5 jours à aborder sans tabou la problématique liée à l'impunité des auteurs de violences sexuelles et à d'autres pratiques contraires à la loi et aux valeurs éthiques. Des pratiques tristement répandues au sein de la société congolaise et faisant des milliers de victimes. Les thématiques choisies au cours de cet atelier, organisé par le Conseil supérieur de la magistrature avec le soutien de l'Agence belge de développement ENABEL, visaient à renforcer la procédure disciplinaire tout en respectant les principes d'éthique et de déontologie professionnelle. Nous avons recommandé aux magistrats, lorsqu'ils traitent les affaires en rapport avec les violences sexuelles, ils doivent appliquer le code d'éthique et déontologique pour éviter de se compromettre dans l'exercice de leurs fonctions. Une initiative qui s'aligne dans la vision stratégique d'ENABEL qui œuvre pour l'amélioration de la gouvernance et de la justice en RDC. Ce programme lui-même appartient donc à un pilier que nous appelons la gouvernance. Donc globalement, il s'agit donc de renforcer la gouvernance. La promotion des droits humains, la protection des droits humains participent de la bonne gouvernance dans un État. Les magistrats civils et militaires formés ont promis de mettre en pratique les enseignements reçus. Il nous appartient à nous aussi de pouvoir restituer tout ce que nous avons reçu, de sorte que, en tout cas, un rappel continuel puisse être fait pour que le dossier soit bien traité avec célérité, avec conscience. Les participants ont reçu des brevets en reconnaissance de leur engagement et des compétences acquises pour renforcer leur capacité dans la lutte contre l'impunité, en particulier celle des auteurs de violences sexuelles. Le dialogue social comme mode de fonctionnement, un engagement pris par le gouvernement à l'issue de la commission paritaire avec le banc syndical de l'administration publique. Nadine Kilocho, c'est pour Kenina Mokemaluma.
Clôturé ce samedi 16 novembre 2024 au coucher du soleil à Bibois dans la commune de Lantienay, la fin des travaux de la commission paritaire gouvernement INAP a été caractérisée par un atterrissage en douceur avec la signature du protocole d'accord reprenant plusieurs résolutions pour mettre en place une transformation profonde de l'administration publique congolaise. Présidée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, la tenue de la commission paritaire de Bibois traduit la ferme volonté politique qui anime le gouvernement sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de résoudre tous les problèmes des fonctionnaires par le dialogue social. Je voudrais dire au nom de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, toute notre reconnaissance et exprimer des remerciements soutenus pour le sens des responsabilités dont vous avez fait montre. Le dialogue demeure la seule arme à notre disposition pouvant nous permettre d'aplanir nos divergences, mais aussi de tracer ensemble le chemin qui va nous conduire vers les horizons du surlendemain. En témoignent les engagements pris notamment pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des fonctionnaires, la récupération du pouvoir d'achat, la modification de la grille barémique, la poursuite du processus d'assainissement du fichier de paye, la poursuite du processus d'inclusion salariale par la mécanisation. La liste n'est pas exhaustive. Le problème de la rémunération de l'agent public de l'État sera résolu avec l'organisation de la commission paritaire sur la politique salariale. Nous avons été satisfaits. Le vice-premier ministre et ministre du plan travaille à fond pour l'amélioration du climat des affaires. L'Agence nationale pour la promotion des investissements est également partie prenante au processus. C'est le sens même de la réunion reprise dans ce reportage. D'un côté, le vice-premier ministre et ministre du et coordination de l'aide au développement, Guylaine Mbombouizia, et de l'autre, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, représentée par son directeur général ad intérim, Bruno Tshibangou Kabaji. La réunion du comité de pilotage sur l'amélioration du climat des affaires s'est fixée comme objectif l'examen du projet de la feuille de route des mesures et réformes gouvernementales sur l'amélioration du climat des affaires en RDC. L'assainissement de l'environnement des affaires demeure une quête permanente, un processus dynamique, aussi bien pour les États développés que ceux en développement, dans l'objectif d'attirer et de pérenniser les investissements tant publics que privés. Ces résultats peu réduisants des efforts d'amélioration du climat des affaires, plutôt que de nous décourager, nous motivent à renouveler l'engagement du gouvernement avec plus de détermination, en agissant avec comme leitmotiv l'efficacité, la rationalité, l'efficience et surtout le pragmatisme. Le climat des affaires, colonne vertébrale de toute économie assise sur le partenariat public-privé, c'est ce qui justifie la présence à cette rencontre du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. En gros, le climat des affaires en RDC s'est fait réguler par cette feuille de route contenant des actions à mettre en œuvre dans le processus de validation des réformes dans ces domaines précis. Et à la Commission électorale nationale indépendante, on évoque l'adoption et la validation des recommandations relatives à la suite du processus électoral. Les détails, c'est dans ce reportage. Cette assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, tenue du 15 au 16 novembre 2024 à Béatrice Hôtel, était consacrée à l'adoption et la validation des recommandations formulées lors de l'atelier d'évaluation à mi-parcours du processus électoral 2021-2024. Présidé par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ces travaux repartis en 7 sous-commissions ont été constitués pour travailler sur des thématiques clés comme le cadre légal et réglementaire, la sensibilisation électorale, la communication, la révision du fichier électoral, la campagne électorale, la réception et le traitement des candidatures, la formation et le déploiement des agents électoraux, les finances et l'administration, l'informatique et la logistique et la sécurisation électorale. Nous avons mis en œuvre différentes opérations, cartographie opérationnelle, enrôlement des électeurs, le repérage des centres de vote, les scrutins, les contentieux électoraux, tout ce qu'il y a eu comme innovation, parce qu'il y en a eu beaucoup. Nous pensons qu'une commission électorale doit toujours
se remettre en cause, doit toujours réfléchir sur ce qu'elle a fait pour pouvoir améliorer. Ces discussions ont porté notamment sur l'évaluation de l'efficacité des dispositions légales et réglementaires, des innovations récentes dans la loi organique, les capacités logistiques et techniques, ainsi que la sécurisation des opérations électorales. Avec un mandat courant jusqu'en 2027, cette évaluation de mi-parcours marque une étape cruciale pour tirer les leçons nécessaires pour optimiser les préparatifs des prochaines séances électorales. Notez également que la RDC prend la tête de l'ARTAC, l'association des régulateurs d'Afrique centrale, qui vient de clore ses travaux à Kinshasa. Décision unanime des États membres. Reportage Guy Matundu. La RDC vient d'être honorée par l'Association des régulateurs des télécommunications d'Afrique centrale, qui a porté à sa présidence M. Christian Katindi. Les pays membres de l'ARTAC réunis à Kinshasa ont jeté leur dévolu sur le président de l'autorité de régulation de postes, téléphone et télécommunications de la RDC. Les assises de Kinshasa ont permis aux pays de la sous-région de se doter de projets innovants. L'association vient d'actualiser ses statuts. Désormais, elle prend en compte le volet postal. Le numérique est un vecteur de croissance pour les pays de la sous-région qui projettent le développement d'une vision partagée pour un avenir numérique inclusif. Le désormais président de l'ARTAC, Christian Katinde, est conscient de la tâche qu'il attend et surtout de la mission de digitalité de la RDC, mission lui confiée par le chef de l'État. En étant président de l'évaluation, non seulement de faire en sorte que ce partage soit important entre nous, on peut ensemble voir ce que l'un et l'autre a réalisé et ce qui en est ressorti comme résultat et l'amener dans notre propre pays pour le faire avancer plus vite. Nous avons un gros soutien du président de la République qui souhaite que l'inclusion numérique soit effective. Il souhaite vraiment que le numérique porte en fait notre économie et nous allons faire le nécessaire pour cela. Christian Katende a plusieurs casquettes. Outre ses fonctions au sein de l'ARTAC, il est président du conseil d'administration de l'Union africaine de Poste, vice-président du CRASA au niveau de l'Afrique australe, président de l'Union panafricaine de Poste et membre de l'EACO au niveau de l'Afrique de l'Est. Je l'avais annoncé dans les titres, les outils de transport d'énergie électrique de la SNEL menacés soit par des inciviques, soit par des têtes d'érosion. Le pylône 22 au quartier Ngafani, commune de Mongafula, risque de s'écrouler. Les ingénieurs sont déjà à pied d'œuvre pour éviter le pire. Yvette Mankotima. 50% de l'électricité qui dessert Kinshasa passe par cette ligne haute tension à double terme. De Kimwenza jusqu'au poste de Makala, Lingwala et Utexco, la sécurité doit être de mise. Au quartier Ngafani à Mongafula, les dernières pluies diluviennes n'ont pas laissé beaucoup d'espace au pylône 22. À peine 10 mètres séparent les ravins du pylône. La chute est certaine si rien n'est fait. SNEL a déjà informé de toute la hiérarchie pour qu'on puisse intervenir. Nous avons contacté déjà OVD. Nous attendons qu'on puisse nous faire une cotation. Il y a aussi les grands travaux qui ont commencé déjà. Il y a quelques Chinois qui ont déjà commencé, mais pour concernant la SNEL, mais vraiment c'est en urgence. Donc tout est mis en marche de façon que les travaux puissent aller de l'avant. Néanmoins, les gens de la SNEL sont venus, ils ont piqué les câbles. Que je doute fort que ça peut résister. Je pèse bien les mots. Je doute fort. Parce que quand vous voyez comment ça apporte de grandes choses par rapport à ces câbles, je ne sais pas, je ne suis pas du domaine, mais je doute fort. Donc le danger est vraiment permanent. Nous sommes tous les enfants de Fachi, nous avons voté Fachi, et ici ça demande l'intervention personnelle de Yemoko, de Ibalubaka, Yemei. Donc s'il fait son intervention, je pense qu'une bonne solution peut arriver. Les techniciens de la SNEL SA sont déjà à l'œuvre pour les travaux du génie civil afin de stabiliser cet outil de transport de l'énergie électrique. La RDC a pris la présidence tournante d'Africa Rice pour un mandat de 2 ans à Antananarivo à Madagascar. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique y a représenté le pays à la 33e session ordinaire de cet organe de l'Union africaine. Cette session porte sur la nécessité de respecter les engagements pris en faveur de l'autosuffisance en riz grâce à la transformation des systèmes agroalimentaires basés sur les riz. Prennent part à ces assises les représentants du Bénin, de Madagascar, pays hôte, la RDC, le Nigeria, le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso, le Libéria et la Sierra Leone. Lors de la séance plénière, le ministre congolais de la Recherche scientifique et innovation technologique
Gilbert Kabanda a affirmé que pour transformer les systèmes à base de riz en Afrique et garantir la sécurité alimentaire face au changement climatique, il est nécessaire d'appliquer une approche holistique et intégrée. Et une proposition de loi révisant le code de travail et le régime de sécurité sociale des Congolais employés par des expatriés. Le ministre de l'Emploi a évoqué la question avec 2 élus nationaux. Reportage de William Tunakov et de Junior Bilambo. Les mauvaises conditions de travail et autres abus dont les travailleurs congolais sont victimes de la part de certains employeurs expatriés étaient au centre de l'audience que le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwanametou, a accordé samedi 16 novembre 2024 dans son cabinet de travail aux députés nationaux Serge Bahati Maïgende et Patrick Eshibakase Mwana, visant respectivement la révision du Code du travail et le régime de sécurité sociale devant renforcer les moyens d'agir de l'Inspection générale du travail en vue de faire respecter scrupuleusement la législation sociale congolaise. Les 2 élus nationaux ont aussi promis leur accompagnement à la réforme initiée par le ministre Akwakwa conformément aux instructions reçues du chef de l'État lors du Conseil des ministres et aux orientations de la première ministre, chef du gouvernement. Nous serons là pour accompagner les réformes dans ce secteur, tout en mettant un accent sur le fait que nous sommes nous-mêmes artisans de réformes dans le secteur du travail. Les 2 propositions de loi déjà déposées au Parlement visent aussi à renforcer les statuts juridiques des travailleurs congolais afin de répondre à l'exigence du droit social moderne. La communauté belge de la RDC a célébré la fête du roi à travers une messe organisée à l'église Sainte-Anne, commune de la Gombe. Les détails avec Malumbela. Célébration de la fête du roi des Belges. C'est depuis le 15 novembre 1866 que cette manifestation a été instituée. Partout à travers le monde, les Belges n'ont pas dérogé à cette tradition séculaire. Cette année à Kinshasa, la traditionnelle Tédéum a été scrupuleusement respectée à travers l'organisation d'une cérémonie religieuse en la paroisse Sainte-Anne. La chef des missions diplomatiques belges en RDC ainsi que toute la communauté belge ont assisté au Tédéum de la fête du roi, occasion pour eux de témoigner leur attachement à la monarchie et de rappeler l'importance symbolique de cette fête du roi. Nous sommes heureux de célébrer cette belle journée, la journée du roi, qui se célèbre chaque année depuis très longtemps. C'est vraiment une belle façon aussi de nous réunir, fêter ensemble cette amitié. Autre élément marquant, la remise des diplômes de mérite et les insignes honorifiques à la sœur Marguerite, âgée de 97 ans, pour son dévouement au service des malades souffrant du diabète en RDC. Je suis venu ici pour prier pour le roi et pour son pays, et voilà quelque chose qui est totalement inattendu. En bon moment, il faut faire plier les relations congolaises. Je vois ici les relations chaleureuses, les gestions mutuelles. J'ai travaillé 45 ans presque à l'hôpital général Manolomé pour soigner les diabètes. Les autorités politiques congolaises ont été conviées à cet événement antique et historique de la Belgique, pays qui entretient de bonnes relations diplomatiques avec la République démocratique du Congo. Et on boucle la boucle avec l'ISIPA, cette école d'études supérieures spécialisée en informatique qui a célébré son 49e anniversaire à travers une messe d'action des grâces dite au siège même de l'Institut Chimène Dondo. Fondé le 15 novembre 1975 par le génie, l'ingénieur Martin Ekanda au Nyangunga, d'heureuse mémoire, l'ISIPA totalise aujourd'hui sa 49e année d'excellence dans l'enseignement supérieur et universitaire en restant le meilleur institut ayant formé et lancé dans le marché d'emploi plus de 80% de professionnels dans le domaine informatique et en sciences commerciales dans toute la République démocratique du Congo. Pour cette occasion, une messe d'action de grâce a été célébrée dans l'enceinte de l'ISIPA pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits et pour l'âme de son père fondateur, au cours de laquelle a été fait le lancement de l'organisation des 50e anniversaire de l'ISIPA en 2025. Aujourd'hui, 4 ans déjà, après la mort de son fondateur, l'ISIPA est géré par son fils aîné, le président directeur général Martin Ekanda Ondimba, qui a apporté la touche spéciale d'entrepreneuriat,
accompagnant ainsi la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la création de millionnaires en RDC. Dans son mot, le PDG de l'ISIPA a souligné que cette année prépare la grande célébration du 50e anniversaire de l'ISIPA qui aura lieu le même date de l'année 2025. Un comité d'organisation sera mis en place pour la préparation du 50e de l'ISIPA en 2025 d'ici la fin de ces mois de novembre 2024, a confirmé le PDG. L'ISIPA a créé des entreprises pour le meilleur de ses étudiants porteurs de projets innovants. Ce journal est terminé. Yolande Vocal a réalisé la coordination éditoriale assurée par Erudis Kitoutou. Le prochain rendez-vous avec le JT, ce sera à 23h avec Bobo Anan Mokonzi. Madame, messieurs, bonsoir à tous.